Aujourd'hui, nous nous penchons sur une affaire qui remonte au début du XXe siècle, alors installez-vous confortablement pour ce qui va suivre. Nous partons. En Australie. C'est dans l'État du Queensland que naquit George David Silva, à Hush, non loin de la ville de Mackay. Ses parents avaient quitté le Sri Lanka pour venir s'installer dans le pays, à une époque où celui-ci s'appelait encore Ceylan, durant la ruée vers l'or des années 1870. La famille était très pieuse, et dès son plus jeune âge, George trouva un certain réconfort au sein de la communauté, de l'église locale. Avec le temps, il devint une figure familière, une présence appréciée de tous, et on le surnomma affectueusement le petit protégé de l'église. Les années passèrent, et George, devenu adulte, trouva un emploi d'ouvrier agricole dans le vaste domaine d'Alligator Creek, un lieu isolé, à une trentaine de kilomètres de Mackay. Son employeur était un homme du nom de Charlie Ching, d'origine hongkongaise, qui s'était lui aussi aventuré en Australie à l'époque, de la ruée vers l'or. Son épouse, Agnès, était native de la ville de Bareilly, de Angleterre. Après leur mariage, ils vécurent d'abord à Mackay, où ils tenaient une petite boutique au service de la communauté très active, avant de déménager, à Rockhampton, où ils restèrent 14 ans. En 1905, de retour dans l'environnement familier de Mackay, le couple se lança dans une nouvelle aventure, se tournant vers la culture de la canne à sucre. En 1908, il s'était établi dans l'enclave paisible d'Alligator Creek, entouré par la beauté verdoyante du paysage australien. Ils vivaient dans une modeste demeure avec leurs 4 plus jeunes enfants, les 2 aînés ayant déjà quitté le foyer. La maison n'avait rien d'une grande villa. C'était une habitation très simple en tôle ondulée, avec un sol en terre battue. Chose étrange, la cuisine était un bâtiment séparé du reste de la propriété. Mais malgré leur style de vie modeste, ils vivaient dans de bien meilleures conditions que George Silva. Bien que ce dernier ait été élevé comme un membre respectueux de la communauté, il avait grandi dans un foyer très pauvre. Néanmoins, cela ne l'empêchait pas de nourrir l'espoir d'épouser la fille aînée de Monsieur et Madame Ching, une jeune femme de 17 ans prénommée Maud. Il n'avait jamais abordé le sujet avec Monsieur Ching, préférant se confier à un voisin, lui exprimant son intention d'acquérir une terre auprès du père de Maud, d'y construire une maison afin de pouvoir l'épouser, pour qu'ils puissent ensuite fonder leur propre famille. Cependant, le voisin mit en doute sa capacité à se marier, lui répondant « Comment veux-tu te marier ? Tu n'as pas un sou, pas de couverture, pas même un pantalon convenable. Quelle fille voudrait d'un homme comme toi ?» Sans surprise, les espoirs du jeune homme se heurtèrent également au refus de Monsieur et Madame Ching. Maud, elle aussi, repoussa ses avances, mettant un terme à ses rêves de mariage, de maison et de famille. Confronté à ses rêves brisés et le cœur lourd, désespoir ne fit que s'intensifier. Le vendredi 17 novembre 1911, M. Charles Ching annonça qu'il se rendait au moulin de Plain Creek pour chercher des provisions, le salaire de George Silva. Il précisa qu'il serait absent durant la majeure partie de la journée. Lorsque M. Charles Ching revint, une étrange tension flottait dans l'air. Il s'approcha de sa maison pour y trouver George Silva qui traînait dehors. La porte était fermement verrouillée. M. Ching demanda à son ouvrier agricole s'il savait où était sa femme, et George Silva répondit qu'il pensait que Madame Agnès Ching était partie avec les enfants rendre visite à un voisin. M. Ching trouva cela étrange. L'explication sur l'absence d'Agnès et des enfants ne lui paraissait pas du tout crédible. Mais au lieu d'aller à leur recherche, il se retira, dans le cadre modeste de la cuisine, pour prendre un thé en compagnie de son ouvrier agricole. Tous deux attendaient le retour de Madame Ching, mais elle n'était toujours pas là alors que les heures s'écoulaient. La nuit tombait et les ombres s'allongeaient, faisant grandir l'inquiétude de Charles. Ce n'était pas dans les habitudes d'Agnès de s'absenter sans le prévenir de sa destination. L'obscurité étant désormais complète, il décida de partir à sa recherche. Accompagné de son employé, il frappa aux portes des propriétés voisines, pensant que peut-être Agnès n'avait pas vu le temps passer, absorbé dans une conversation avec un voisin. Mais chaque maison qu'il visita lui donna la même réponse. Personne ne l'avait vue, ni elle, ni les enfants. Le temps passant, son anxiété ne faisait que croître. Finalement, les 2 hommes retournèrent à la maison, et M. Charles Ching continuait de se demander où sa femme avait bien pu aller.
Il demanda à son ouvrier agricole de tenir une lanterne pendant qu'il brisait une fenêtre de la maison pour s'y glisser. Mais une fois à l'intérieur, il fut accueilli par une vision qui déchira son âme. Sa femme de 45 ans, Agnès, sa fille de 17 ans, Maud, son fils de 5 ans, lui, et sa fille, Winnie, qui n'avait pas encore 2 ans, gisaient sans vie, leurs corps placés les uns à côté des autres, dans une sorte d'étreinte macabre. Un drap les recouvrait, sur celui-ci était posée une Bible. En proie au désespoir, Charles Sheen se retrouva face à une tragédie qui semblait dépasser l'entendement. Il était désormais accablé par le chagrin et l'incrédulité. En y regardant de plus près, il réalisa qu'Agnès et Maud avaient été abattues par balles, et il semblait que les 2 jeunes enfants avaient été roués de coups, projetés contre le mur. Chaque vie fauchée dessinait le portrait glaçant d'une brutalité insensée, qui laisserait une marque indélébile dans la conscience collective de tous ceux qui seraient témoins d'une telle cruauté. Monsieur Ching, dans un état de choc absolu, envoya son ouvrier agricole à la propriété voisine pour chercher de l'aide. Les moyens de communication étaient rares et il fut vite établi que les lignes téléphoniques étaient coupées, probablement par l'auteur du crime. À la place, le voisin fournit à Georges Silla un cheval afin qu'il puisse se rendre au poste de police et prévenir les autorités. Au milieu de l'urgence, on ignorait toujours où se trouvaient les 2 autres enfants des Ching, bien que leurs cartables fussent posés sur la table de la maison. Lorsque M. Georges Silva partit, il avait pris un paquet avec lui et n'avait pas été très rapide pour se rendre à Maille. Quand il arriva finalement au poste de police, il apprit que l'officier de service avait déjà été alerté, grâce à quelqu'un qui avait réussi à leur faire passer un message. Cependant, Georges put tout de même l'informer qu'il pensait que le crime avait été commis par des bushrangers, des bandits de grand chemin. L'inspecteur Sweetman, accompagné d'autres officiers, se rendit immédiatement à la maison et inspecta la scène. Des volets, tachés de sang, témoignaient de la violence qui s'était déchaînée sur la maisonnée des Ching. Le jour suivant, une autopsie des défunts fut pratiquée par le docteur William, le médecin légiste du gouvernement. Il confirma que Madame Ching, sa fille Maud, avait été tuée par balle, tandis que les 2 autres enfants avaient succombé à des blessures infligées par des coups violents. La police interrogea des voisins qui leur dirent que vers 2 ou 3 heures de l'après-midi, ils avaient entendu des coups de feu. Mais comme cela n'était pas inhabituel, ils n'y avaient pas prêté une attention particulière. Dans le but de retrouver les 2 enfants disparus, on fit appel à l'expertise d'un pisteur aborigène nommé Charlie Dion. Au milieu de ce paysage tentaculaire, son œil aguerri découvrit des traces de pas qui ont mené l'équipe de recherche à percer le mystère de leur disparition à un peu plus de 2 kilomètres de la ferme. Ils y ont découvert les corps sans vie d'Eddie Ching, 9 ans, et de sa sœur de 7 ans, Dolly. Eddie avait été abattu, tandis que sa sœur avait été battue à mort. Des empreintes de pas s'éloignaient de la scène du crime. Les enfants de l'école publique d'Alligator Creek étaient submergés par le chagrin et l'incrédulité. Leur innocence brisée, la dure réalité de ce qui était arrivé à leurs camarades. Alors que la sinistre nouvelle se propageait dans la cour de l'école, un lourd sentiment de tristesse a envahi l'atmosphère. Autrefois si vivante, chacun luttant pour comprendre l'ampleur de la tragédie. L'enquête s'intensifiant, l'inspecteur Thomas Head est arrivé de Townsville pour prendre la direction de l'affaire. Il a rapidement commencé à nourrir des soupçons à l'égard de l'ouvrier agricole, George David Silva, dont chaque geste, selon l'inspecteur, paraissait étrange. Il a remarqué que lors des interrogatoires, les réponses étaient souvent contradictoires. Au début, le récit de M. Silva sur ses allées et venues le jour du meurtre semblait assez cohérent. Il a prétendu qu'au moment où M. Ching a quitté la propriété, il tirait sur un faucon avec le fusil de ce dernier et a ajouté qu'il avait passé l'après-midi à se reposer à la d'un arbre près de la voie ferrée. Mais à mesure que les enquêteurs approfondissaient, des incohérences dans ses déclarations ont fait surface, jetant le doute sur la crédibilité de son histoire. L'arbre qu'il mentionnait, son prétendu refuge, restait introuvable, et lorsqu'on lui a demandé de l'indiquer aux agents, il en a été incapable. Il a également dit à la police qu'il croyait qu'un travailleur immigré était responsable de ce crime des plus terribles. Mais lorsque ce travailleur a été interrogé, de nombreux témoins ont pu attester de sa présence ailleurs tout au long de la journée.
Bien que la police ait dû se frayer un chemin à travers un dédale de mensonges et de demi-vérités, une lueur de clarté est apparue grâce au témoignage de Grace Cree, une jeune écolière qui a dit aux agents qu'elle avait vu M. Silva le 17 novembre. Elle se souvenait qu'il était vêtu d'un pantalon kaki et d'une chemise bleue, et qu'il parlait aux enfants Ching, près de leur maison. C'était étrange, car les agents avaient noté que, lorsque M. Silva était arrivé au poste de police ce jour-là, il portait un pantalon foncé. Bien que ce détail puisse paraître insignifiant, il a renforcé les soupçons qui pesaient sur lui. Les gens ont commencé à penser qu'il en savait plus sur ce qui était arrivé à la famille Ching qu'il ne voulait bien dire. Une percée a eu lieu lorsque George Silva a avoué à l'inspecteur qu'il avait brûlé, vêtements tachés de sang animal. Interrogé sur ses actes, il a répondu qu'il avait craint d'être impliqué à tort dans le crime. Il a ensuite conduit la police à l'endroit où il s'était débarrassé des vêtements. De plus, parmi les restes calcinés se trouvait un revolver que M. Silva affirmait avoir, acheté à Brisbane. Cependant, M. Ching a reconnu l'arme à feu comme appartenant à sa défunte épouse. Les empreintes de pas qui avaient été découvertes, près de l'endroit où 2 des enfants Ching avaient été retrouvés, ont été comparées aux bottes de George Silva, et la correspondance était parfaite. 5 jours s'étaient maintenant écoulés. L'inspecteur Thomas Head estimait désormais avoir suffisamment de preuves, interrogeait plus longuement M. George Silva. Lorsque la population locale a appris qu'il était de nouveau entendu par la police, la méfiance et l'indignation ont grandi. On entendait des cris de « justice pour la famille Ching » et, redoutant les foudres de la communauté, a fini par céder sous la pression et a avoué le crime. Dans sa confession, il a mis en cause 2 de ses voisins, un certain Dlee Khan et Charles Butler, comme étant également responsables des meurtres. Cependant, après une enquête approfondie, les autorités n'ont trouvé aucune preuve venant étayer son affirmation concernant de quelconque complice. En mars 1912, George David Silva a été traduit en justice pour répondre de la terrible accusation de meurtre. L'affaire a suscité un intérêt public considérable, attirant l'attention de toute l'Australie. Alors que la communauté locale retenait son souffle, aspirant à ce que justice soit rendue pour les vies perdues et l'innocence volée, la salle d'audience était comble, remplie de journalistes, de badauds curieux et de citoyens préoccupés. Il était manifeste que le crime hantait encore lourdement les esprits des habitants de la ville. Monsieur George, David Silva n'a été accusé que d'un seul des meurtres, car cela seul entraînait déjà la prison. Le tableau dépeint par l'accusation était absolument terrifiant, avançant que tout reposait sur une soif de revanche malsaine, qui tirait son origine refus de sa demande en mariage à mademoiselle Ching. Au cours des débats judiciaires, divers témoins d'Alligator Creek, y compris des voisins et des résidents locaux, ont apporté leurs témoignages. Parmi eux se trouvait Peter Anthony, un voisin qui a relaté un incident impliquant l'accusé. Selon M. Anthony, il aurait dit à M. Silva qu'il avait entendu dire que M. Ching créait parfois des problèmes en ne payant pas les salaires de ceux qui avaient travaillé pour lui. Il a déclaré à la cour que M. Silva aurait répondu « S'ils me cherchent des ennuis, je leur en créerai aussi ». M. Anthony a ensuite ajouté qu'il avait demandé à M. Silva comment, exactement, il s'y prendrait pour leur créer des ennuis. Ce à quoi M. Silva aurait répliqué « Je pourrais bien en tuer quelques-uns ». Malgré la perception publique quasi générale de sa culpabilité et la multitude d'allégations et d'accusations portées contre lui, George Silva a continué de clamer son innocence, mais a choisi de ne pas témoigner pour sa propre défense. À la place, la salle d'audience est devenue le théâtre d'une joute verbale acharnée entre les avocats de la défense qui contestaient avec véhémence le dossier de l'accusation. Ils ont mis en doute l'intégrité des preuves, alléguant la coercition et la dissimulation de la part des autorités. Ils ont affirmé que leur client n'avait avoué le crime que parce qu'il avait été battu pendant sa garde à vue par des officiers de police, ceux-là même qui sont censés faire respecter la loi. L'accusation a contré cet argument en informant le tribunal que l'accusé n'était pas en état d'arrestation à ce moment-là et qu'il avait fait sa déclaration de son plein gré. La présence de vêtements calcinés comme preuve était troublante, surtout compte tenu du fait que George Silva avait volé une montre à son employeur,
laquelle a été par la suite découverte parmi les restes des vêtements brûlés. Malgré cela, la défense a maintenu avec ferveur l'innocence de son client et a continué de réfuter les preuves présentées contre lui. Lorsque l'accusation et la défense eurent terminé leur plaidoirie finale, le juge Lucan a pris un certain temps pour résumer l'affaire, avant d'envoyer le jury délibérer. Cependant, un changement notable s'est produit chez l'accusé pendant ce résumé, car l'attitude de Georges Silva s'est transformée en une expression d'anxiété et d'inquiétude. Le jury n'a délibéré que pendant 20 minutes avant de revenir pour déclarer M. Georges David Silva coupable. Se tournant vers l'accusé, le juge Lucan a offert à M. Silva l'opportunité de s'adresser à la cour. Le regard posé sur le jury, il capta leur attention, et malgré la solennité du moment, d'une voix claire et posée, il proclama son innocence. Chacun de ces mots, vibrant d'une conviction profonde, résonna dans le prétoire avec une détermination qui ne laissait place à aucune incertitude. Pourtant, en dépit de ces dénégations, le juge Lucan le condamna à la peine capitale. Sans accuser la gravité de l'instant, Georges Silva resta de marbre, ne manifestant aucun signe perceptible d'émotion à l'énoncé de la sentence. Le verdict fit bien sûr l'objet d'un appel, mais le pouvoir exécutif décida que la loi devait suivre son cours. Dans l'attente de son exécution à la prison de Bogaro, Georges Silva fut assisté par son conseiller spirituel. Quand le jour fatidique arriva, le 10 juin 1912, il passa ses dernières heures en prière avant d'être escorté jusqu'à la potence. Là, il remercia les gardiens de prison pour leur gentillesse et une fois de plus, il clama son innocence, déclarant que le procès n'avait été qu'un simulacre de justice, qu'il allait à Dieu la conscience tranquille. Il récita le psaume 23 et c'est à cet instant que la trappe s'ouvrit et Georges David Silva fut pendu. Bonjour à tous et un grand merci pour votre écoute. Comme toujours, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou vos impressions et j'espère vous retrouver.